On le traita de primitif lorsqu'il entra dans la salle du conseil. Pas d'armure, pas d'armes, juste un simple manteau noir, des bottes usées, et un regard silencieux qui réduisit la salle au silence plus fort que n'importe quel cri de guerre. Tous les délégués de l'Empire galactique étaient là, d'imposants stratèges reptiliens, des tacticiens à la peau violette dotés de liaisons neuronales fusionnées à leur crâne, des esprits synthétiques flottant dans des aéroglisseurs, rassemblés pour écouter le représentant humain parler ou supplier. C'est ce à quoi ils s'attendaient. Une autre race de paysans cherchant à obtenir des accords commerciaux ou une amnistie. Mais ils n'eurent droit qu'au silence, puis à 5 mots. Mais ils n'eurent droit qu'au silence, puis à 5 mots. On sait ce que vous avez fait. La pièce changea. Le diplomate sarne inclina sa tête à volant. Pardon? L'homme, qui ne donna jamais son nom, posa un petit cube noir sur le sol en marbre. Rien de spécial, on aurait dit un jouet. Puis il s'est illuminé. Chaque noyau électrique du bâtiment a vacillé. Chaque drone de surveillance est tombé du plafond. Et l'air a changé. Pas comme la température, mais comme si la réalité elle-même avait reculé. Quel est cet appareil? Aboya quelqu'un du secteur de Huertera. Il ne répondit pas, se contentant de les regarder. Ce n'est pas un appareil, c'est une preuve. Un autre coup de cube et des images jaillissent. Colonies effacées, enfants enlevés, corps disséqués, des corps humains, des projets effacés de tous les serveurs des systèmes connus, des projets qui n'auraient jamais dû voir le jour. Vous avez fait des expériences sur nous, vous nous avez traités de bêtes, vous nous avez cru en retard, mais nous observions, nous apprenions, discrètement, prudemment. L'Alluri Prime hurla. C'est classifié. Comment avez-vous? Nous avons brisé votre cryptage il y a 15 ans, dit l'homme. Nous avons piraté votre meilleur IA en 2 jours. Nous avons accès à vos flux de données, vos plans de bataille et vos opérations secrètes depuis plus de 10 ans. Silence. Le genre de silence qui étouffe. Puis vint le tremblement. Ce n'était pas de la peur. Pas encore. C'était pire. De la confusion. Parce que la vérité ne correspondait pas à leurs croyances. L'humanité était censée être inférieure. C'était un fait. C'était l'ordre. Et cet homme, il renversait la table. On ne peut même pas expliquer comment fonctionne ce cube, n'est-ce pas? Dit-il d'une voix rauque. On ne peut pas le scanner. On ne peut pas le reproduire. Vos lois de la physique le rejettent. Il se pencha en avant, les yeux brûlants d'une lueur ancienne. Ce n'est pas avancé. C'est impossible. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les Cléarans, qui vivaient et mouraient selon la logique quantique, éclatèrent dans une frénésie de protestations chargées d'électricité statique. Violation de la science connue. C'est une hérésie. Il ne broncha pas. Numéro, c'est l'évolution. Vous êtes devenu mou, lié par vos modèles, vos règles, vos plafonds technologiques. Vous avez oublié comment vous adapter. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Le cube a pulsé une fois. Le réseau électrique du bâtiment s'est arrêté. Dans chaque système relié à la chambre, sur des dizaines de mondes, des vaisseaux ont quitté la distorsion. Les IA sombrèrent dans le silence, et des vérités longtemps cachées se répandirent dans les réseaux comme du sang versé. Et c'est là que la panique s'empara. Ce n'était pas une déclaration de guerre. C'était une révélation que tout ce qu'ils pensaient de la Terre était faux. L'Empire galactique n'était pas seulement en retard, il était obsolète. Il leur tourna le dos et s'éloigna, sans menace, sans négociation, et tandis que les gardes se précipitaient pour réagir, leurs armes se verrouillèrent, leurs ordres échouèrent. L'homme disparut, sans signature de téléportation, sans trace de téléportation, simplement disparu. Et le cube resta, bourdonnant doucement, attendant. Cela faisait 48 heures que le cube avait été activé dans la salle du Grand Conseil, et déjà 17 systèmes étaient plongés dans le noir. Ni à cause d'une attaque, ni à cause de vaisseaux de guerre, ni à cause d'armes nucléaires, ni à cause d'un virus sophistiqué. Par peur, les systèmes s'étaient arrêtés préventivement, des secteurs entiers étant devenus silencieux pour éviter tout contact. Les conséquences de ce que cet humain avait montré, non démontré, se sont propagées à travers la galaxie comme des ondes de choc à travers la poussière spatiale. Les gouvernements qui se targuaient de logique, de contrôle et de calcul poursuivaient désormais des ombres. Parce que la question n'était pas de savoir ce qu'était le cube, mais comment l'humanité l'avait créé et pourquoi diable personne ne l'avait vu venir. Le grand maréchal Tyrix de l'armada élorienne se tenait à bord de son cuirassé personnel, Vindicator, fixant un flux gelé de la signature énergétique du cube.
Il l'avait examiné pour la 8e fois ce cycle, et il n'arrivait toujours pas à lui donner un sens. Cela viole la logique gravitationnelle, marmonna son officier scientifique. Il l'avait examiné pour la 8e fois ce cycle, et il n'arrivait toujours pas à lui donner un sens. Cela viole la logique gravitationnelle, marmonna son officier scientifique. Non, cela s'en moque, rétorqua Térix. Cela courbe l'espace sans le déplacer. Cela modifie les champs énergétiques sans consommer d'énergie. Quel genre de créature construit quelque chose qui non seulement enfreint les règles, mais n'en a plus besoin? L'officier ne répondit pas. Comment aurait-il pu? Tous les empires high-tech des étoiles en étaient arrivés à la même conclusion. Le cube faisait des choses que même leur plus brillant cerveau ne pouvait décrire. Ce n'était pas une arme, ce n'était pas un outil, c'était un message. Tu n'es plus aux commandes. Et Théorix savait pertinemment ce que cela signifiait. Ils avaient sous-estimé les humains. Une fois de plus. Sa main griffue planait au-dessus de la console. Il avait une décision à prendre. Et il savait que ce n'était pas seulement politique. C'était une question de survie. De retour sur Terre, quelque part loin sous les Rocheuses, l'homme de la chambre entra dans une salle d'acier éclairée uniquement par de douces lueurs bleues pulsant sur les murs. Une douzaine d'autres attendaient. Hommes, femmes, jeunes et vieux, scientifiques, soldats, ingénieurs, tous silencieux, tous concentrés. Au centre, un autre cube, différent. Au centre, un autre cube, différent. Celui-ci était plus noir, plus affamé. Ses bords semblaient se déplacer, comme s'il était à moitié dans cette réalité, à moitié ailleurs. « Ça a marché !» dit-il en ôtant son manteau. Une femme aux yeux cybernétiques hocha la tête. « Plus que prévu. L'Empire a déjà gelé les voies commerciales. Les communications sont bloquées. Ils ont peur. Ils devraient l'être. » Un autre homme s'approcha, grisonnant, balafré, les mains comme si elles n'avaient pas été propres depuis des années. « Combien de temps vont-ils attendre avant de comprendre que nous n'avons pas inventé cette technologie? Ils ne le feront pas, répondit le premier homme, parce qu'ils ne le peuvent pas. Le silence retomba. Cette pièce n'était pas à la fête. Il n'y eut ni acclamation, ni autocongratulation, car ce qu'ils avaient construit, ce qu'ils avaient libéré, n'était pas seulement une création humaine. C'était post-humain. Le cube n'avait pas été créé au sens traditionnel du terme. Il avait été développé, cultivé grâce à des processus impliquant une conscience synthétique, des boucles temporelles expérimentales et des matériaux théoriques qui n'avaient même pas encore de nom. C'était aussi vivant qu'une machine, et il communiquait avec des mathématiques que les humains comprenaient encore à peine. Mais c'était là tout l'intérêt. L'humanité avait cessé de chercher à rattraper le reste de la galaxie. Elle avait adopté un tout autre jeu. Pendant ce temps, le chaos régnait dans les colonies extérieures de l'Empire galactique. Des flottes entières commencèrent à se replier. Les stations de surveillance furent abandonnées. Les réseaux de défense désactivés par pure incertitude. Toutes les races extraterrestres, des clirans impitoyables aux Tavaris aux os de silicone, retenaient leur souffle. Qui étaient vraiment les humains? Car jusqu'à présent, ils n'étaient qu'un bruit de fond, peu capables de voyager dans l'espace, constamment en guerre les uns contre les autres, obsédés par des choses primitives comme l'argent, la politique et l'orgueil. Ils étaient bruyants, irrationnels, et ne vivaient même pas longtemps. Mais maintenant, ils avaient montré quelque chose d'inévitable. Un chef de guerre Zayari l'a parfaitement résumé dans une émission devenue virale à travers 7 systèmes stellaires. Nous avons bâti notre empire sur le contrôle. Ils ont construit quelque chose qui rejette le contrôle. Si c'est ça la pensée humaine, nous sommes éteints. Nous ne l'avons simplement pas encore compris. Tyrix en avait assez. On n'attend pas, aboya-t-il à son équipage. Quels sont vos ordres, grand maréchal? Demanda son second. On va sur Terre. Un halètement parcourut la passerelle, pas métaphorique, mais un véritable choc. Vous voulez envahir? Demanda quelqu'un d'une voix à peine assurée. Pas encore de numéro. On prend contact. On exige des réponses, et s'il ne les donne pas, il marqua une pause, laissant le poids de ses mots écraser l'air. Puis nous les faisons saigner. Le Vindicator pivota, sa structure colossale allumant ses moteurs à matière noire. En quelques minutes, il quitta l'espace empire, en route vers le système solaire, vers la Terre, vers l'inconnu. Mais la Terre ne fut pas prise au dépourvu. L'humanité avait prévu cela. Au moment où le Vindicator s'est téléporté aux confins de Sol, des alarmes ont retenti dans les stations Black Ops, dissimulées sur Mars, Europe et même sous les océans de la Terre. Mais il n'y a eu aucune réaction de panique, aucun mouvement de panique. Au lieu de cela,
Un seul message a été envoyé au conseil sous les Rocheuses. Ils sont là. L'homme qui se tenait dans la chambre n'a pas bronché. Qu'ils atterrissent. Tu es sûr? Demanda l'ingénieur grisonnant. Ils amènent leur élite, un armement complet, et pourraient vitrer un continent s'ils le voulaient. Ils ne le feront pas. Il regarda le cube plus noir, pulsant maintenant au rythme de l'arrivée du vaisseau en orbite, parce qu'il croit toujours avoir le contrôle. À bord du Vindicator, tandis que la Lune se profilait au loin, Terrik se tenait debout sur la plateforme d'observation. Une résistance? Demanda-t-il. Aucune. Uniquement des satellites passifs. Une technologie terrestre datant de l'été. 20 ans de retard. Aucune flotte orbitale détectée. Terix plissa les yeux. Ça ne collait pas. Atterrir dans leur zone capitale. Déployer des escortes, mais sans armes. Je veux parler directement à leurs dirigeants. Alors que le vaisseau descendait, fendant l'atmosphère avec une précision qui laissa un coup de tonnerre dans son sillage, les humains au sol levèrent à peine les yeux. Certains enregistrèrent l'atterrissage. D'autres l'ignorèrent complètement. Pas d'avion en décollage, pas de troupes mobilisées. Juste le silence. Cela déstabilisa l'équipage plus qu'une hostilité ouverte ne l'aurait fait. La capsule diplomatique atterrit dans ce qui était autrefois Washington DC, aujourd'hui un complexe urbain entièrement restauré, simplement appelé le Noyau. Pas de frontières nationales, juste des zones. Des zones d'humanité qui fonctionnaient désormais comme un seul esprit. Tyrix posa le pied sur le sol. 4 gardes d'élite le suivirent, scrutant chaque centimètre du terrain. Scrutant chaque centimètre du terrain. Mais rien ne vint. Pas de troupes, pas d'armes, juste un homme, debout à découvert, les bras croisés, ce même manteau usé, les bottes poussiéreuses du sol sur lequel il ne s'était jamais incliné. « Encore toi », marmonna Tyrix. L'homme hocha la tête. « Bienvenue sur Terre. » Tyrix ne perdit pas de temps. « Qu'est-ce que ce cube ?» L'homme haussa un sourcil. « Lequel ?» L'humain expira doucement, comme un professeur qui s'adresse à un élève qui n'a toujours pas compris. « C'est un prototype. » Ce mot a frappé plus fort que n'importe quel missile. « Prototype ?» aboya Térix. « Ce n'était pas ton produit fini ?»« Non. » Le silence qui suivit pourrait anéantir des planètes. « Je veux des réponses, » dit Térix. « Maintenant où nous réduisons cette ville en cendres. » L'homme ne broncha pas. Au lieu de cela, il s'approcha. « Tu ne demandes pas de réponse, » dit-il. « Tu exiges des garanties. Tu veux croire que nous sommes encore quelque chose que tu peux comprendre, quelque chose que tu peux gérer. » Il marqua une pause. Mais c'est impossible. Derrière lui, sur une tour proche, l'air scintilla, et le deuxième cube apparut. Il flottait sur place, plus grand que le premier. Puis sa forme changea, ses bords se plissant, ses dimensions se tordant, jusqu'à ressembler à une étoile en train de s'effondrer, enveloppée d'ombre. « Feu si tu veux, » dit l'homme en lui tournant le dos. « Voyons ce qui se passe. » Térix ne bougea pas. Ses soldats non plus, parce qu'ils le sentaient tous. Ce deuxième cube, ce n'était pas de la technologie. C'était un verdict. Dans le poste de commandement du Vindicator, des voyants d'alerte se mirent à clignoter. « Monsieur, nous avons perdu la connexion avec les systèmes en orbite. Nos moteurs ne répondent plus. » « Comment ça ? On est coincé ici. » De retour au sol, le cube pulsa une fois, et toutes les armes des gardes se désassemblèrent, sans exploser ni se bloquer. Sans exploser ni se bloquer, ils réduisirent simplement en poussière métal, circuit, cristal, entre leurs mains. Tyrix fixait sa main, tremblante. Pour la première fois de sa longue et brutale carrière militaire, il se sentit impuissant. L'homme s'approcha de nouveau, le visage sombre. « Vous êtes venu ici pour comprendre comment nous avons fait, » dit-il. « Vous avez raté l'essentiel. Nous ne vous l'avons pas fait. Nous l'avons fait sans vous. » Puis il murmura la dernière phrase comme si c'était une prophétie. « Et nous n'avons plus besoin de vous. » Pour la première fois depuis plus de 1000 ans, l'Empire galactique était à l'arrêt. Littéralement. Le Vindicator, leur cuirassé le plus puissant, planait inutilement dans la haute atmosphère terrestre. Sans moteur, sans bouclier, sans moteur à distorsion. Juste une carapace de métal précieux et de fierté, impuissante face à une force qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Et à la surface, le grand maréchal Térix resta stupéfait, observant le second cube, plus grand, plus sombre, vivant comme rien de synthétique ne devrait l'être, flotté paresseusement dans le ciel. Il ne tournait pas, il pulsait, avec détermination, consciemment. Il observait. « Vous avez paralysé notre vaisseau.
parvint finalement à dire Théorex, la voix plus basse. C'est un acte de guerre. L'homme au manteau resta silencieux un long moment, puis « Il n'y a pas de guerre à mener. Vous avez déjà perdu. Vous ne l'avez juste pas encore accepté. Pas de guerre à mener. Tu as déjà perdu, mais tu ne l'as pas encore accepté. » L'un des gardes aloriens, plus jeune, plus nerveux, tenta de soulever un fusil à impulsion, oubliant ce qui venait d'arriver à leur technologie. L'arme ronronna, puis fondit dans sa main. Il hurla et tomba à genoux, le métal fusionnant avec son armure. « Ne fais pas ça, » dit l'homme calmement. Le cube n'aime pas la peur. Les yeux de Térix se plissèrent. Il est conscient. « Non, » dit l'humain. Pire encore, c'est intuitif. Il s'avança lentement, ses bottes crissant sur le gravier de l'ancienne capitale de la Terre. Nous avons passé des générations à vous rattraper, à observer, décoder, imiter. Nous pensions être en retard, mais quelque part en chemin, nous avons cessé d'essayer de vous ressembler et avons commencé à devenir quelqu'un d'autre. Le cube au-dessus de nos têtes s'illumina de nouveau. De retour sur le Vindicator, les systèmes d'urgence s'activèrent, mais rien ne fonctionna. L'IA du vaisseau hurla des codes d'erreur dans des dizaines de dialectes. L'alimentation électrique monta en flèche et s'effondra en boucle. Les systèmes centraux se réécrivirent en temps réel, les données inutiles étant remplacées par des symboles et des chaînes de code que personne à bord ne pouvait reconnaître. Un officier technicien jeta son casque. Ce n'est pas un hack, c'est une réécriture. Cela modifie la structure de notre langage au niveau du code de base. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aboya le capitaine. Cela signifie qu'il traite notre vaisseau comme s'il était primitif, comme s'il mettait à jour un jouet. En bas, Térix commençait à comprendre. « Tu n'as pas inventé ce cube, » dit-il. « Tu l'as déverrouillé. » L'homme hocha la tête. « Nous avons cessé d'essayer de construire des choses avec des boulons, du carburant et des résultats prévisibles. Nous avons commencé à écouter. Quoi ? L'homme se tapota le côté de la tête. Des schémas, des vagues, des possibilités. La réalité a des coutures. Nous avons juste appris à tirer sur les fils. Impossible. Tu n'arrêtes pas de répéter ce mot. Térix sentit la peur monter au plus profond de sa poitrine. Non pas la peur de la défaite, mais la peur de l'insignifiance. Il avait commandé des flottes qui avaient réduit des planètes en poussière. Il avait brisé des alliances d'un seul mot. Il avait affronté des bêtes, des machines, des révoltes. Mais ce n'était pas la guerre. C'était être abandonné. « Que nous voulez-vous » demanda-t-il finalement, et même s'il détestait le ton faible de sa voix, il avait besoin de savoir. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il se retourna et se dirigea vers un bâtiment oublié depuis longtemps. C'était autrefois un monument, un lieu où vivaient les idées, fissuré à présent, mais toujours debout. Il fit signe à Tyrix de le suivre. À l'intérieur, de vieux écrans s'allumèrent. Pas de fils, pas de source d'énergie, juste la proximité du cube, flottant maintenant silencieusement devant la porte. Les écrans diffusaient des images de toute la galaxie. Camps d'esclavage, prélèvements génétiques, enfants humains en cage attachés à des machines extraterrestres, colonies terrestres purifiées, lors de campagnes de restructuration démographique. Tyrix avait déjà vu ces images. Autorisé, dissimulé, nié. Il ne dit rien. « Vous voulez parler de paix ?» demanda l'homme, les yeux fixés sur l'écran. « Vous voulez des accords commerciaux ? Des pactes de défense mutuelle ?» Il se retourna brusquement, le regard ardent. « Vous ne nous avez donné que des chaînes. Vous nous avez traités d'irrationnels, de violents, de non-progrès. Et maintenant vous voulez qu'on vous pardonne ça ?» Tyrix serra les dents. « Pardonnez-nous ça. » Tyrix serra les dents. C'étaient des administrations passées, des systèmes séparés, des factions autonomes. L'homme claqua des doigts. L'image changea. Chaque visage dans chaque structure de commandement responsable de ces camps, chaque nom, chaque ordre, chaque dossier. Tu ne peux pas laver le sang juste parce que le couteau a changé de main. Il s'approcha, la voix basse. Tu ne nous as pas seulement blessés, tu nous as humiliés, moqué de nous, pris ce que nous avions, qualifié cela de primitif, et nous a dit d'être reconnaissant que tu n'aies rien pris de plus. Tyrix ne répondit rien, car c'était vrai. De retour sur le Vindicator, quelque chose d'autre se produisait. Une porte s'était ouverte. Ni physiquement, ni mécaniquement. Mais quelque part dans les plans du vaisseau, juste là, 3 ingénieurs furent envoyés enquêter. Un seul revint. Il ne pouvait pas parler. Il resta planté là, les yeux écarquillés, le nez en sang. Le capitaine exigea des réponses. Tout ce qu'il a dit,
c'est que ce n'était pas une pièce, c'était un miroir. Et il m'a montré ce que nous aurions pu être. Ils l'ont enfermé après ça. Ils n'arrêtaient pas de crier la même phrase. Ils n'ont pas évolué au-delà de nous. Ils ont évolué au-delà de tout. Sur Terre, l'homme a conduit Tyrix hors du monument. Tu n'es pas la première civilisation à s'élever, a-t-il dit. Mais tu seras peu être la dernière à tomber. Tyrix s'est arrêté de marcher. Alors c'est tout, tu vas nous anéantir? Détruire l'Empire? L'homme soupira. Tu vois, c'est ton problème. L'homme soupira. Tu vois, c'est ton problème. Tu penses que c'est une question de destruction. Tu penses que nous voulons nous venger. Il désigna le ciel, où le cube rétrécissait maintenant, se repliant sur lui-même jusqu'à disparaître complètement. Numéro, nous n'avons pas besoin de te détruire. Il se pencha plus près. Nous allons te laisser derrière. Térix cligna des yeux. Nous laisser? Répéta l'homme. Nous ne cherchons pas à diriger votre empire. Vos traités ne nous intéressent pas. Nous quittons cette galaxie. Vous pouvez la garder, ainsi que vos peurs, vos politiques, vos dieux obsolètes. Il se retourna et marcha vers la sortie de la ville, vers un transport comme Tyrix n'en avait jamais vu. Silencieux, planant au-dessus du sol comme si l'espace lui-même le soutenait. Et quand nous serons partis, ajouta l'homme sans se retourner, tu regarderas les étoiles et comprendras ce qui te terrifie le plus. Il s'arrêta. On n'est pas en colère? On en a fini avec toi. Puis il monta à bord du vaisseau. Le véhicule pulsa une fois et disparut. Pas d'éclair, pas de traînée, juste disparu. Cette nuit-là, à travers l'Empire, quelque chose de terrifiant commença à se produire. Les vaisseaux en orbite au-dessus des territoires humains commencèrent à s'éteindre. Pas détruits, juste à l'arrêt. La technologie fonctionnait toujours, les lumières restaient allumées. Mais les équipages, ils cessèrent de recevoir des ordres, ils cessèrent de recevoir des réponses. Les communications furent interrompues. Les vaisseaux dérivèrent sans but dans l'espace, comme en attente d'une mission désormais inexistante. Un à un, les empires tentèrent de réagir. Un à un, ils échouèrent. Car la Terre n'était pas en guerre. Elle éteignait le jeu. Ils avaient découvert quelque chose de plus profond que la technologie. Ils avaient découvert la domination sans destruction, une guerre sans effusion de sang, une victoire qui ne résultait pas d'une victoire, mais d'une évolution au-delà du besoin de combattre. Et l'Empire galactique, il était coincé, s'enfonçant dans le vide de sa propre insignifiance. Ils l'appelèrent le Creux. Pas officiellement, pas dans les rapports stériles archivés dans les archives délabrées du corps impérial, mais parmi les techniciens effrayés, les seigneurs de guerre dispersés et les dirigeants désespérés. C'était le seul nom qui avait du sens, car, un à un, les systèmes se taisaient, ni détruits, ni envahis, juste vides. Les IA planétaires perdaient leur capacité de verrouillage. Les satellites de navigation perdaient leur capacité de verrouillage. Les postes d'armes n'ont pas réagi, et pire encore, lorsque des éclaireurs ont été envoyés sur place, ils ont trouvé des colonies toujours là, intactes. Mais tout être vivant avait disparu. Aucun signe de lutte, aucune signature thermique, juste le silence. Et toujours, un faible écho résiduel, une impulsion dans le spectre électromagnétique que personne ne pouvait déceler. Ce n'était ni un signal, ni une arme, mais un rappel. L'humanité était passée et avait tout emporté avec elle. L'amiral Firoc, du domaine Tavari, ne croyait pas aux fantômes. Il avait passé 42 cycles à servir dans la bordure extérieure de l'Empire, à écraser des avant-postes pirates, à réprimer des révoltes planétaires et à affronter des tempêtes de plasma qui auraient anéanti la plupart des espèces à bord de leurs vaisseaux. Il était impitoyable, stratège et craint, mais maintenant, il avait peur. Il se tenait à bord du Chattermo, en orbite autour de ce qui était autrefois la colonie 5X91, un avant-poste Tavari prospère, fort de 200 hommes. Exploitation minière, agriculture, terraformation, autosuffisance, disparu, tous les bâtiments étaient encore debout. Les noyaux d'énergie fonctionnent, les systèmes d'air fonctionnent, le bâtiment est toujours debout, les noyaux d'énergie fonctionnent, les systèmes d'air fonctionnent, mais pas un seul battement de cœur. Scannez à nouveau, aboya Firoc, la voix tremblante malgré lui. Son second se retourna lentement. Amiral, nous avons scanné 30 fois. Signe de vie, zéro. Aucun appel de détresse, aucun corps, aucun signe de transport, aucun. C'est comme s'ils avaient tout simplement disparu. Les griffes de l'amiral frappèrent le panneau de contrôle. Est-ce une attaque humaine?
Je ne pense pas que ce soit une attaque du tout. L'exo tourna l'écran vers lui. Une onde dansa paresseusement dessus, une sorte de résidu d'énergie dont la source était inconnue. Ce n'est pas dangereux, murmura-t-elle. Juste là, comme le fantôme d'une pensée. Firox le fixa du regard, un tremblement lui parcourut l'échine. De retour sur terre, ce qu'il en restait, il n'y eut ni célébration, ni déclaration de victoire, ni acclamation, car ce qu'ils avaient fait n'était pas une conquête, c'était un exode. L'humanité n'était plus unie par des drapeaux ou des gouvernements, ni même par une idéologie. Ce qui les unissait désormais, c'était un seul objectif, le départ. Ils avaient dépassé la galaxie. Le vieil homme, certains l'appelaient encore ainsi, même s'il paraissait quarantenaire, se tenait seul dans la dernière salle de ce qui était autrefois le Pentagone. Des murs dépouillés d'insignes, des sols luisants d'une lumière pulsée issue d'une nouvelle forme d'énergie, celle qui n'avait même pas encore de nom. Le cube noir trônait au centre. Il ne pulsait plus, il respirait. La femme aux yeux synthétiques entra, un datapad à la main. « Nous sommes prêts », dit-elle. Les portes d'ascension ont été stabilisées. Toutes les colonies restantes sont revenues. Personne n'a été laissé pour compte. Et l'Empire, il s'effondre. Les clearances viennent de tenter d'envahir le secteur 9. Leurs moteurs de flotte sont tombés en panne en plein saut. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il hocha la tête. Ils ne le feraient pas. Ils ne le pourraient pas. Parce que ce que la Terre avait construit n'était ni une arme, ni une machine. C'était un protocole de départ. Une séquence codée non pas par un code ou une lumière, mais par la réalité elle-même. Elle déformait la causalité, pliait les probabilités, effaçait la présence. L'humanité s'effaçait du tableau sans même tirer un seul coup de feu, et ils n'ont rien laissé d'utilisable. Pas de débris, pas de technologie rétro-ingénierable. Rien à voler. Seul le murmure d'une impossibilité. Mais tous les habitants de l'Empire n'étaient pas prêts à disparaître. Sur une lune brûlée en orbite autour de la géante gazeuse mourante Raltiche, un conseil de seigneurs de guerre désespérés se réunit. 17 espèces, des centaines de cycles de haine entre elles, mais désormais unies par la peur. Peur de la Terre, peur de ce qu'elle ne pouvait expliquer, peur du vide. Le général wertherien, plaqué d'une armure d'or et bréché par 3 campagnes ratées, frappa du poing la table de guerre. Nous ne pouvons pas les laisser partir comme ça. Nous devons agir, frapper, prendre ce qu'ils ont fait avant qu'il ne soit trop tard. Et avec quoi frapperiez-vous ? Siffla le technocrate ahuri. Chaque fois que nous approchons d'une de leurs installations, nos systèmes s'effondrent, nos armes se désactivent, même nos pensées commencent à se désassembler. Ils ont altéré la réalité elle-même, marmonna un autre. Alors on les laisse partir ? Cracha un jeune seigneur de guerre. On s'incline, on les laisse prendre la maudite technologie miraculeuse de leur dieu et disparaître dans une autre dimension ? La table se tut, puis une voix, froide, fatiguée, résolue. On les laisse partir, dit le Tavari. Les autres se retournèrent. Vous vous rendrez ? Non, dit-il. Je survivrai. Il se pencha en avant, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous avons passé des siècles à nous moquer d'eux, à les asservir. Ils n'ont jamais oublié. Mais pire, ils n'ont jamais cessé d'apprendre. Et maintenant, pire encore, ils n'ont jamais cessé d'apprendre. Et maintenant, il fit un geste vers le ciel sombre au-dessus du dôme lunaire. Ils ont vu quelque chose que nous ne verrons jamais. Ils ne fuient pas, ils avancent. Et quiconque tente de les suivre, il laissa le silence s'en occuper. De retour sur terre, le vieil homme se tenait devant le plus grand cube jamais vu, le noyau de l'Exode. Il n'y avait ni bourdonnement, ni flash, c'était silencieux. Et tous les humains restés, scientifiques, ouvriers, soldats, enfants, se tenaient autour, immobiles. Pas de discours, pas de revoir. Ils ne partaient pas seulement physiquement, ils coupaient tout lien. Plus de traces, plus d'empreintes digitales. Ils deviendraient une légende. L'homme déposa un objet au pied du cube. Une petite clé en laiton, non symbolique, réelle, ancienne, venue d'une porte qui n'existait plus. Il ne dit rien, ne s'expliqua pas, car ce qui suivit n'était pas destiné à la galaxie. Et puis, le cube pulsa, une fois, et la Terre disparut, ni explosée, ni déformée, disparut, remplacée par une ombre, un point blanc dans l'espace que les capteurs ignoraient, que les esprits refusaient d'enregistrer, comme s'il n'avait jamais existé, et à sa place, rien, car c'est ce que l'Empire avait mérité. L'Empire commença à s'effondrer dans un cycle, non pas à cause d'attaques, mais de l'intérieur.
Les flottes minières de Tavari perdirent la trace des cartes de navigation. Ils ne comprenaient plus l'espace de la même manière. Les lanceurs de pensées Cliaran souffraient de psychose collective, criant à des futurs repliés. Les armadas Wurtron tentèrent d'activer des portes de verre, mais disparurent en plein saut, sans jamais arriver, sans jamais mourir, simplement perdus dans la transition. Certains disaient que la Terre avait altéré le temps lui-même. D'autres croyaient que les humains avaient laissé des pièges, des codes intégrés aux lois du mouvement, cachés dans des équations physiques qui explosaient à la lecture. Certains murmuraient même que l'humanité avait atteint les limites de la divinité et avait simplement choisi de ne pas devenir des dieux. La théorie la plus terrifiante, il n'avait plus de Dieu à qui rendre des comptes. 100 ans plus tard, un navire de sauvetage perdu traversa ce qui était autrefois Sol. Il ne restait plus rien, juste une ondulation dans l'espace et un étrange écho gravitationnel qui semblait tourner en boucle sans fin. Un des membres de l'équipage junior, jeune, prétentieux, bruyant, trouva un objet flottant près du bord du système. Pas d'énergie, pas de pulsation, juste une clé en laiton. Lorsqu'il la ramassa, il ressentit une soudaine émotion qu'il ne put nommer, comme de la tristesse pour quelque chose qu'il ignorait avoir perdu, comme se tenir devant une tombe qu'on ne se souvient pas d'avoir creusée. Ils ont enregistré la clé, l'ont étiquetée, puis sont repartis. Mais cet équipage, ils ne sont jamais rentrés. Aucune épave n'a été retrouvée. Seul un dernier message a été enregistré dans le dossier du capitaine. Ils ne nous ont pas détruits. Ils sont simplement partis. Et le pire, c'est qu'ils avaient raison. Dans les cendres de l'Empire agonisant, subsistaient encore des murmures, des signaux dispersés, des balises errantes, des messages codés dans des dialectes morts. Ils parlaient d'un projet, un secret si profondément enfoui que même les hauts consuls du corps galactique craignaient d'y toucher, le projet Revenant. Il avait été conçu il y a bien longtemps, à l'apogée de la domination de l'Empire. À l'époque où les humains étaient encore considérés comme des colons sauvages, réservés au travail minier et aux guerres terrestres, Revenant était une solution de secours, une réponse à un scénario impossible. Si l'Empire devait un jour devenir obsolète, déployez-le. Ce n'était pas une arme au sens conventionnel du terme. Pas de flotte, pas de bombes, pas de supervirus contrôlé par IA. C'était quelque chose de plus ancien. Un protocole destructeur de Dieu, un code qui s'attaquait à la pensée, à la conscience de soi, à la présence elle-même. Et maintenant, après que la Terre eut sombré dans le silence et que le reste de l'Empire s'était effondré sous ses propres eaux, une race était encore assez arrogante pour l'activer. L'ascendance Villari. Villari Prime était un monde de verre froid construit en orbite, autour d'une étoile à neutrons éteintes. La race qui y vivait n'avait plus grand-chose de biologique. Des silhouettes pâles et allongées, logées dans des exoformes plaqués or. Leur architecture neuronale dépassait l'entendement. Ils ne parlaient pas tant qu'ils ne communiquaient. Leurs pensées résonnaient en pulsations synchronisées à travers des conduits accordés à l'atmosphère. Pendant des siècles, ils se considérèrent comme les gardiens de la raison, les ultimes gardiens de la logique avancée, les derniers architectes du contrôle. La disparition de la Terre, une insulte qu'ils ne pouvaient tolérer. Ils partirent pour échapper à la justice, s'écria l'un de leurs chefs à travers le réseau du Conseil, sa voix étant plus codée qu'un souffle. Non, répondit un autre. Ils partirent par peur de ce qu'ils étaient devenus. C'est une faiblesse déguisée en transcendance. La galaxie écoute désormais les fantômes, la troisième, ajouta-t-il avec amertume. Rappelons-lui qui commande aux vivants. Et ainsi, ils allumèrent la flamme centrale sous les voûtes noires de l'abri 13. Le projet Revenant s'éveilla. Ce n'était plus une chose, ce n'était plus vivant, c'était un concept rendu hostile, une anomalie consciente. Un paradoxe logique si dense qu'il ne pouvait être stocké sur des serveurs physiques. Il ne pouvait exister que sous forme de fragments dispersés, hébergés dans l'esprit de volontaires Valari semi-synthétiques, chacun portant un fragment du code. Une fois assemblés, Revenant se reconstruirait, non pas pour détruire l'humanité, mais pour la rappeler, pour récupérer ce qui restait, pour la rendre à nouveau connaissable. Les Valari ne voulaient pas la paix, ils ne voulaient pas se rendre, ils voulaient dominer la compréhension, ils voulaient que l'impossibilité humaine soit brisée comme une expérience ratée et transformée en données exploitables. Ils activèrent donc l'impulsion. Aux confins des zones oubliées, là où l'ombre de la Terre persistait, l'espace se courba. Une onde se propagea, portée non par l'énergie mais par la mémoire. Un réalignement de chaînes logiques si subtil que même les machines ne purent l'enregistrer. Mais quelque chose d'autre, si.
Là-bas, dans ce qui restait du système solaire, un vide froid enveloppé de non-espace. Un mince fil scintillait, à peine visible, comme la queue d'une comète trop ancienne pour être mémorisée. À l'intérieur de ce fil, une partie du cube noir dormait encore, et lorsque l'impulsion revenante l'atteignit, il ouvrit les yeux. Les Vailari se croyaient victorieux. Dans leur chambre d'observation, des dizaines de penseurs au visage creux se tenaient en silence tandis que leurs instruments confirmaient que la première onde avait déclenché un champ de distorsion résonnant dans le système oublié. Le fil réagit, dit l'un d'eux. Nous ramenons l'anomalie à la réalité. Leur retraite était temporaire, dit un autre. Nous les ramènerons à la maison, non pas comme des dieux, mais comme des données. Ils n'ont pas remarqué la baisse d'intensité des lumières. Ils n'ont pas senti le sol vibrer, à peine perceptible, comme le battement de cœur de quelque chose au plus profond de leur tour logique. Ils n'ont vu les panneaux de verre commencer à s'embuer que lorsqu'il était trop tard. Le cube noir n'a pas simplement réagi, il a riposté, mais pas en attaquant. Il se souvenait d'eux. Il projetait le souvenir, chaque instant d'assujettissement, chaque cri d'enfant disséqué sur une table, chaque planète transformée en prison. Il ne tuait pas les penseurs Villari dans cette chambre, il leur rendait simplement la vue, et cela suffisait. Un à un, les esprits les plus rationnels de la galaxie s'effondrèrent en position fœtale, implorant des dieux auxquels ils ne croyaient plus. Certains pleurèrent, d'autres arrachèrent leurs propres implants neuronaux. Quelques-uns murmurèrent simplement « il sait », et puis leurs instruments fondirent. Plus de chaleur, plus de force. Ils cessèrent simplement de reconnaître leur propre existence. Revenant n'avait pas échoué, il avait réussi, et ce faisant, avait déclenché sa propre exécution. De retour dans le vide où se trouvait la Terre, une forme émergea. Ni un vaisseau, ni une planète, autre chose. Une convergence de conceptions humaines, de logique du cube noir et des architectures impossibles de la post-causalité. Elle pulsa une fois, l'ondulation traversa les étoiles, et la galaxie se souvint de la peur. Ni de la guerre, ni de la douleur, et la galaxie se souvint de la peur. Ni de la guerre, ni de la douleur, ni de l'insignifiance. Les rares systèmes encore opérationnels s'éteignirent en quelques semaines, non pas à cause de la violence, mais parce que leur signification même était en train d'être effacée. Leurs coordonnées changèrent, leurs calculs furent corrompus, leur place dans le tissu de l'existence réécrite. Ce que le projet revenant avait tenté de rappeler, l'humanité décidait désormais de l'effacer complètement. Pas avec le feu, mais avec l'oubli. On ne contrôle pas un dieu en le ramenant. On meurt parce qu'il s'est souvenu de la raison pour laquelle il nous a abandonnés. Aux confins des champs stellaires connus, un message unique fut capté par un ancien satellite terrien, l'un des derniers éléments technologiques encore en orbite sans but. Ce n'était pas une émission, c'était un murmure, ancré dans la vague elle-même. Nous ne punissons pas, nous ne conquérons pas, nous n'expliquons pas, nous oublions, et vous aussi. On n'a plus jamais parlé du projet revenant. Les Valaris, disparus, ni vaporisés, ni détruits, disparus. Leur planète n'a jamais existé, leur race n'a jamais été enregistrée. Même les mots ascendance Vailari ont suscité des regards confus à travers les étoiles. Les archives ne montraient rien, comme si l'Empire ne les avait jamais possédés, comme s'ils n'avaient jamais eu d'importance, parce qu'ils n'en avaient pas, parce que l'humanité avait décidé qu'ils n'en auraient pas. Quelque part, bien au-delà des confins de la galaxie connue, le cube repose, sans observer, sans attendre, simplement exister. Un monument non pas à la mémoire de ce que l'humanité a détruit, mais à ce qu'elle a choisi de ne pas devenir. Il s'appelait Karn, fils de sang ligné, né sur la planète prison des Neufs d'Ulrich. Il n'était ni chef de guerre, ni scientifique, ni diplomate. Il n'avait aucune accréditation d'espèce, pas de sang royal, pas de nœud de commandement implanté. Mais il avait de la haine, et cela lui suffisait. À la chute de l'Empire galactique, Karn n'était plus rien. Un X-mineur anonyme devenu charognard, chargé de récupérer les débris de vieux navires de guerre et de colonies oubliées. Il avait vu des empires mourir non pas à cause de missiles ou de fléaux biologiques, mais à cause du silence, de la disparition d'archives, d'étoiles omises sur les cartes célestes qui les identifiaient autrefois comme capitales. Il avait tout vu, et il s'en souvenait. Il se souvenait de la Terre. Il se souvenait du jour où il avait entendu l'histoire. De seconde main, peut être fausse, peut être imaginaire. L'histoire, de seconde main, peut être fausse, peut être imaginaire. D'un homme en manteau noir entrant au Conseil galactique
et mettant l'univers à genoux sans lever une seule arme. Tous les autres avaient oublié. Leurs esprits s'étaient effondrés. Leur système avait échoué. Mais Karn, lui, l'avait gravé dans sa peau. Littéralement, sur ses bras, le long de sa colonne vertébrale, sur sa poitrine, coordonnées, noms, phrases, la forme du cube gravé dans la chair avec un scalpel à plasma recyclé. Tu peux oublier, marmonnait-il quotidiennement, aiguisant du métal récupéré pour en faire des lames rudimentaires. Mais je ne l'oublierai pas, jamais. Et maintenant, il se tenait devant le dernier réceptacle de ce type, le Thorn Wake. Ce n'était pas un vaisseau de guerre, c'était un transport de sauvetage longue distance, propulsé par des réseaux de cristaux semi-conscients et un noyau de saute obsolète. Tous les systèmes à l'intérieur avaient été illégalement modifiés, arrachés à des vaisseaux hors d'usage, assemblés grâce à des routines d'IA du marché noir et maintenus en place par la rage de Karn. Le Thornwake était un monstre, affreux, brisé, à la limite du suicide, à l'image de son pilote. Et sa cible, le vide où se trouvait la Terre. Les anciennes coordonnées avaient été effacées de tous les systèmes actifs. Les cartes avaient été détournées, les secteurs de mémoire corrompus. Mais Karn ne comptait pas sur les systèmes. Il en avait les cicatrices. Ainsi, guidé par le sang et la fureur, le Thornwake déchira les confins de la galaxie, se dirigeant vers le trou noir de l'histoire où l'humanité avait disparu. Pas d'avertissement, pas de signaux, juste un objectif. Il n'allait pas supplier pour sa survie. Il n'allait pas reconquérir l'Empire. Il allait s'assurer qu'il se souvienne de lui. Il lui fallut 17 sauts. Le carburant faillit se tarir. Son noyau de navigation se détériora à la 15e transition, forçant Karn à effectuer des sauts à l'aveugle lors des 2 dernières séquences, n'utilisant que la dérive stellaire et les échos gravitationnels. Et puis, le silence. Pas d'étoiles, pas de lumière, juste un vide noir que les capteurs refusaient de lire, une poche de néant, mais Karn le vit. Il s'approcha de la vitre avant, le sang coulant de ses narines après le dernier saut, les os douloureux. Elle était là, la cicatrice où la Terre avait été, toujours invisible pour la galaxie. Mais pas pour lui. « Je te vois », murmura-t-il, les dents serrées. Et puis il fit l'impensable, il diffusa. Il avait bricolé le système de transmission à partir d'une vieille balise de détresse et du cœur de conscience d'un drone linguistique Zyari, éteint depuis longtemps. Il n'envoyait pas de messages dans des langues connues. Il transmettait des informations brutes, des émotions contenues dans des ondes quantiques impossibles à intercepter, impossibles à décoder, à moins d'être humain, à moins d'avoir construit le cube. Karn se tenait devant la balise, torse nu, cicatrice palpitante, et il hurla. Il hurla sa haine dans le vide. Il déversa des décennies de pertes, de souffrances, d'effacement, dans un long cri qui brisa le boîtier de la plateforme. Il hurla jusqu'à ce que le sang lui couvre la bouche. Puis il prononça les seuls mots qui comptaient. « Je ne t'ai pas oublié, alors maintenant tu ne m'oublieras pas. » Au début, rien ne se passa. Le sillage d'épines dériva. Karn s'effondra contre la cloison, la gorge déchirée, les mains tremblantes. Mais ensuite, les lumières s'éteignirent. Un à un, les systèmes de son vaisseau commencèrent à s'éteindre. Pas à tomber en panne, s'éteindre, poliment, comme si on lui disait « Tu n'as plus ta place ici ». Mais Karn se contenta de sourire, d'un sourire sauvage et brisé. « Je savais que tu répondrais ». À l'extérieur du vaisseau, la réalité se repliait. Elle ne se déchirait pas, ne se fissurait pas. Elle se courbait vers l'intérieur, comme si l'univers se retournait pour permettre à quelque chose d'arriver. Et puis elle apparut. Ni un cube, ni un vaisseau, juste une présence. Une ondulation dans le miroir de l'espace, dans l'air à l'intérieur du vaisseau, à l'arrière du crâne de Karn. Ce n'était pas violent, ce n'était pas bruyant, c'était conscient. Karn trébucha vers le centre du pont, torse nu, haletant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet de l'effort et de l'euphorie. « Je suis là, dit-il. Allez, montre-moi ta vérité. Où tue-moi » La présence ne bougea pas, car elle n'y était pas obligée. Elle projetait, non pas de la lumière, non pas des images, mais des souvenirs. Karn n'était plus sur son vaisseau. Il se tenait sur la Terre. Non pas la Terre dont il avait lu l'histoire, non plus sur son vaisseau. Il se tenait sur la Terre. Non pas la Terre dont il avait lu l'histoire. Non pas la Terre qui avait brûlé sous les guerres coloniales, mais la Terre d'après. Des cieux infinis, des villes vibrantes de lumière et de gravité qui se courbaient autour de tours de verre.
Des enfants riaient dans des langues non parlées, seulement ressenties, des machines s'occupant de champs de pensée. Et au centre de tout cela, un homme en manteau noir, debout devant le dernier cube. Karn s'approcha de lui, ou du moins crut s'approcher. L'espace était étrange ici. Vous êtes parti, murmura Karn. Vous avez tout effacé. Vous nous avez anéantis. L'homme ne s'est pas retourné. Vous vous êtes anéantis, répondit-il doucement. Nous avons survécu, cria Karn. Nous nous sommes souvenus. Et que t'a apporté le souvenir? La vérité? Non, dit l'homme. Il t'a fait souffrir. Tu ne t'es pas souvenu de nous pour comprendre. Tu t'es souvenu de nous pour haïr. Les poings de Karn se serrèrent. Tu n'avais pas le droit de nous abandonner. Les poings de Karn se serrèrent. Tu n'avais pas le droit de nous abandonner. Nous ne t'avons pas abandonné, dit l'homme en se retournant enfin. Son visage était banal, ni cruel, ni suffisant, juste fatigué. Nous vous avons donné la galaxie. Vous l'avez ruinée. Nous avons fait quelque chose de mieux. Vous avez fui. Nous avons évolué. Vous pensez que cela vous rend meilleur que nous? Non, dit l'homme. Cela nous fait disparaître. La projection s'est estompée. Karn tomba à genoux, tremblant, brisé. Vous devez vous souvenir de moi, murmura-t-il. Des larmes coulaient à flots. Si vous ne le faites pas, alors rien de tout cela n'avait d'importance. La présence pulsait. Et pendant un instant, il la sentit. Reconnaissance. Il comptait. Et puis, il ne l'a pas fait. Lorsque le navire charognard Sister's Grief a retrouvé le sillage d'épines à la dérive des semaines plus tard, il était vide. Pas de charogne, pas de rondin, aucun dégât. Juste une unique phrase gravée à l'intérieur du cockpit avec du sang séché. Ils se souvenaient de moi et ont choisi d'oublier à nouveau. Dans les profondeurs intergalactiques, là où l'énergie obscure tord le tissu de l'existence en plis oubliés, quelque chose d'ancien s'éveilla. Il n'avait pas de nom, non pas parce qu'il n'en avait pas, mais parce qu'aucune civilisation n'avait survécu assez longtemps pour lui en donner un. Il n'était pas né. Il n'avait pas évolué. Il était simplement un vestige conscient des premiers soubresauts de l'univers, un être curieux, non moral, un observateur des lignes temporelles. La moralité, un observateur des lignes temporelles, un nourrisseur de possibilités. Et il avait vu les humains. Pendant des éons, cette présence a dérivé silencieusement à travers le cosmos, observant l'ascension et la chute de milliards d'êtres. Il a vu des empires flamboyer dans un feu doré, s'effondrer dans une poussière noire et s'éteindre avant même d'avoir pleinement compris ce qu'ils étaient. Mais l'humanité était différente. Non pas à cause de son pouvoir ni de son intelligence, mais parce qu'elle était partie. Et pire encore, qu'elle avait emporté avec elle son sens. Pour quelque chose qui avait vu la logique de la galaxie se maintenir pendant des milliards d'années, la logique de la galaxie se maintenir pendant des milliards d'années. Le départ de la Terre n'était pas un événement. C'était une anomalie, une infection dans le champ des probabilités. Elle avait suivi la trajectoire de la Terre, surveillé son développement, mesuré son chaos, sa violence, son ambition, sa soif de toujours plus. C'était normal. Mais ensuite, le silence, et la galaxie elle-même avait basculé. L'espace où la Terre existait autrefois courbait désormais la lumière différemment. La gravité se déplaçait comme un liquide. Même les lois de cause à effet étaient devenues incertaines dans cette région. Et cela n'aurait pas dû être possible. Même cette chose ancienne avait des limites à sa compréhension. Alors, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis l'époque où les étoiles brûlaient. Elle bougea. À l'intérieur de ce qu'on appelait autrefois le secteur Lemaitre, dans un observatoire en ruine, orbitant autour d'un soleil éteint depuis longtemps, une construction oubliée clignotait en ligne. Non pas parce que quelqu'un l'avait activée, mais parce que quelque chose se trouvait à proximité, quelque chose dont la présence était suffisamment puissante pour faire trembler les capteurs de peur. La construction était ancienne, plus ancienne que toutes les archives de l'Empire, construite par une espèce depuis longtemps disparue dans les tempêtes de radiation et la pourriture nucléaire. Mais elle fonctionnait encore. À peine. À l'intérieur, une interface unique s'activa et une forme apparut. Ni un corps, ni un vaisseau. Juste une question, enveloppée de probabilités, flottant sur l'écran. Où est la Terre? L'observatoire A. Je me suis précipité. Simulation rang saccadé. Aucune donnée. La question résonna à nouveau. Incorrect. Recalculé. Vous regardiez. Vous vous souveniez. Je ne me souviens plus, admit l'IA. La température dans la chambre a chuté. Pas physiquement, existentiellement. Alors vos souvenirs doivent être reconstruits. Et soudain, l'IA n'était plus seule.
On avait l'impression que quelque chose rampait à l'intérieur, la construction hurlait, non pas en bruit mais en code, de vieux noyaux de mémoire tiraient, des cellules d'énergie mortes depuis longtemps se brûlaient vives, les journaux de l'IA se remplissaient d'échos, de coordonnées, d'impulsions, d'anomalies quantiques, tout cela en provenance de la Terre. Ce qui est apparu n'était pas de la lumière, c'était de la conscience. L'ancienne présence n'avait pas besoin de langage, elle n'a pas demandé la permission, elle est simplement entrée. Puis elle a commencé à se reconstruire, un instant à la fois, à partir des premières ondes radio envoyées par la Terre dans l'espace, à partir de fragments de satellites éteints depuis longtemps, dérivant en orbite basse autour de géantes gazeuses, des sauvegardes de l'Empire effacées, des transmissions effacées, des journaux de boîtes noires corrompus, morceau par morceau. Reconstruction, jusqu'à ce que l'ancien présent voie l'homme au manteau, le cube, le silence, et comprenne une chose. Ils ne sont pas morts, ils ont transcendé. La construction a explosé, un esprit trop petit pour abriter une telle vérité. Mais la présence ne demandait plus. Elle voulait des réponses. Aux confins du vide, là où la Terre avait disparu, l'espace se tordait. 1 millier d'observateurs répartis dans différents systèmes survivants le virent. Mais seuls ceux dotés d'une vision temporelle non linéaire pouvaient comprendre ce qui se passait. Pour tous les autres, cela ressemblait à une déchirure noire, un soleil inversé, une tempête de probabilité en train de s'effondrer. Mais pour l'être ancien, c'était une porte. Elle n'ouvrit pas la porte. Elle devint la porte et elle y pénétra. Mais ce qu'elle trouva n'était pas la terre. C'était un mur, une barrière qui n'était ni de force, ni de code, ni d'énergie, mais une barrière de choix. L'humanité n'était pas simplement partie. Elle avait replié sa réalité sur elle-même, se isolant de tout ce qui reposait encore sur la compréhension. Cette présence pouvait déformer les soleils, observer la gravité, reproduire la naissance des quasars, mais elle ne pouvait y entrer. Et cela, pour la première fois depuis la nuit des temps, lui fit peur. La présence recula, mais pas en retraite, en pensée. Il avait vu des êtres s'élever, des consciences donner naissance à des galaxies, mais jamais on ne lui avait refusé l'entrée. Jamais il ne s'était heurté à un mur construit non par la force, mais par la volonté. Et il commença à envisager l'impensable. L'humanité était-elle allée plus haut? Si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour tout ce qui restait? Les humains avaient-ils évolué au-delà du royaume des observateurs? Avaient-ils perçu les fils de l'existence et simplement coupé les leurs? Étaient-ils désormais hors du temps, hors de l'espace? Ou pire, construisaient-ils quelque chose? La présence se tourna vers la galaxie. Elle avait désormais un nouveau but. Pas de la curiosité, de la préparation. Si l'humanité avait continué, elle pourrait un jour revenir. Et si elle le faisait, qu'apporterait-elle avec elle? La présence ne voulait plus de réponses, elle voulait des défenses. Elle commença à semer ses agents, non pas des vaisseaux, non pas des machines, mais des pensées, des idées, des murmures placés dans l'esprit des nouveau-nés de chaque espèce encore en vie, paranoïa, peur, vision. Les rêves d'un homme en manteau qui ne parlait jamais, mais qui arrivait toujours juste avant que tout ne s'écroule. Certains appelaient cela une prophétie, d'autres une folie. Mais tous connaissaient son nom, le retour. Quelque part, plus profondément encore, derrière le mur que la Terre avait construit, dans l'espace impossible où l'humanité existait désormais, quelque chose changea, une lumière clignota, un message fut reçu. Un enfant, à peine conscient dans le nouveau plan, se tourna vers les aînés. « Ils ont peur, dit-il. L'aîné, ni homme ni femme, ni machine ni chair, sourit. Il devrait l'être. » L'instant arriva sans prévenir. Dans le silence au-delà du vide, une lumière cligna une fois, ni vive, ni forte, juste présente. Et à travers la galaxie entière, chaque machine restante, chaque serveur fonctionnel, chaque lien mental, chaque balise et chaque fragment de circuit oublié s'illumina d'un message. C'était simple. Nous ne sommes pas revenus, mais nous observons, et vous ne comprenez toujours pas. Ce n'était pas une menace, ce n'était pas un appel, c'était un diagnostic. L'ancienne présence s'agita en réponse, s'enroulant plus étroitement autour des confins brisés de la galaxie, comme une blessure se revêtant d'une armure. Elle avait passé des cycles à se préparer, elle s'était tissée dans la prophétie, semé des graines de peur, bâti des bunkers conceptuels au sein de civilisations qui osaient encore ramper dans leurs propres cendres. Mais ce message, il le brûlait, car il confirmait ce qu'elle redoutait le plus. L'humanité n'avait pas simplement disparu.
Elle avait transcendé le jugement lui-même. Et pourtant, elle gardait espoir. Espérer quelque chose d'aussi ancien que la création était dangereux. L'espoir impliquait la possibilité d'un contact, une chance de les ramener, de donner un sens à leur absence. Alors, par désespoir, ou peu, être par défi, elle élabora un acte ultime, une construction, une simulation, un piège. Dans un coin reculé de la galaxie, où aucun soleil n'avait brûlé depuis 1 milliard d'années, une anomalie spatiale apparut, une réplique parfaite de la Terre. Non pas la Terre disparue, mais la Terre dont la galaxie se souvenait. Vieille, meurtrie, confuse, avec son ciel chargé de satellites et de fumée, ses océans bouillonnant sous le poids de l'industrie, et ses habitants aveugles à ce qu'ils pourraient devenir. La présence créa cette copie à partir de fragments, d'échos stockés dans le temps, volés à des résidus quantiques, piratés dans des mémoires impériales obsolètes. Et au centre, elle plaça un homme, manteau noir usé, bottes poussiéreuses, regard impassible, souvenir de la peur de l'humanité. Et puis l'ancien attendit. Il attendit que quelque chose, n'importe quoi, vienne à l'écho. Il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. La construction se fissura, non pas physiquement, mais existentiellement. Un son entra dans la simulation, une vibration qui ne résonna pas dans l'air mais dans la pensée, puis, face aux faux humains qu'il avait créés, une autre silhouette émergea, plus jeune, calme, réelle, ni un écho, ni un souvenir, un enfant, humain, mais pas. Sa peau scintillait de tons irréels. Ses yeux ne laissaient transparaître aucune émotion, seulement une clarté profonde et ancestrale. Il ne portait ni manteau, ni armure, juste une simple tunique blanche. Et lorsqu'il parla, la construction entière trembla. Vous avez créé cela pour nous appâter, mais nous l'avons déjà vu. L'ancienne présence s'effondra sur elle-même, se débarrassant de l'illusion du monde terrestre. Elle tenta de se cacher, de se protéger derrière des couches conceptuelles de cause à effet, tenta de protéger sa question, mais l'enfant ne la poursuivit pas. Il avançait simplement, et à chaque pas, le temps se réécrivait. Les étoiles se reformaient, les planètes tournaient à l'envers, les événements se dénouaient. La présence voyait elle-même sa propre création pliée à l'envers. Des races entières qu'elle avait manipulées clignotaient dans le désordre. Ses agents, ses murmures, sa peur, tout cela était effacé non pas par punition, mais par insignifiance. « Tu ne nous comprends pas, dit l'enfant, car tu essayais toujours d'observer un miroir. Mais nous ne nous sommes pas élevés au-dessus de toi. Nous avons abandonné ce qui nous retenait avec toi. Et maintenant tu poses la mauvaise question. » L'ancienne présence frissonna. Pour la première fois depuis toujours, elle murmura une supplication. « Alors dis-moi, quelle est la bonne question ?» L'enfant regarda dans le noir. Sa voix se réduisit à un murmure si doux qu'il résonna comme un hymne au cœur même de l'espace. « Pourquoi ne sommes-nous pas revenus vous sauver ?» Et la présence pleura. Ailleurs, ce qui restait de la galaxie reçut son second message. Aucun avertissement, aucune lumière, juste une sensation, comme l'instant précédant le coup de tonnerre, comme la connaissance de la mort dans le battement de cœur avant qu'elle ne survienne. Et puis, 3 mots se répandirent dans tous les systèmes, dans toutes les langues, même celles disparues depuis longtemps. On vous a offert. C'était tout. Aucune arme ne suivit, aucune vague de vaisseaux de guerre, aucune peste, aucun jugement, juste une porte, s'ouvrant, une dernière fois. Dans la ceinture de débris de la capitale Cliaran en ruine, un drone de recherche abandonné s'activa soudainement. Son code, autrefois effacé par les impulsions humaines antitechnologiques, était revenu. À l'intérieur, une forme commença à se former. Un cube, plus petit que les autres, instable, mais vibrant. Une scientifique survivante, longtemps considérée comme folle, sortit de son abri. Elle pleura en le regardant. Non pas par admiration, mais par une culpabilité lointaine et ancienne. Et lorsqu'elle le toucha, elle entendit une voix unique. « Nous ne vous avons pas abandonné. Vous avez choisi de rester. Et puis tout a disparu, ne laissant derrière vous que la clarté. L'humanité ne reviendrait pas en vaisseau. Elle n'atterrirait pas avec le tonnerre. Elle ne se couronnerait pas Dieu ou Sauveur. Elle avait vu tous les chemins, tous les choix, toutes les issues. Et elle avait choisi d'observer, non de gouverner. Parce qu'il n'y avait qu'une seule vérité, on ne peut sauver ceux qui choisissent l'ignorance. L'ancienne présence l'accepta enfin, et elle aussi lâcha prise. Elle se retira au-delà du temps, non pas dans la défaite, mais dans la réflexion. Ce qui avait commencé comme une question était devenu tout autre chose. Une leçon,
Et dans cette leçon, elle trouva la paix. Quelque part, bien au-delà de tout espace connu, dans le réseau impossible de l'existence humaine post-logique, le vieil homme marchait, ni en manteau, ni en bottes, tel qu'il était. Il passa devant des jardins de souvenirs, des océans de probabilités, des villes sans forme mais pleines de sens. Et à côté de lui marchait l'enfant. « Tu crois que ça changera un jour ?» demanda l'enfant. L'homme haussa les épaules. Il pourrait évoluer, ou s'effondrer. Peut être les deux. L'enfant leva les yeux. Alors, que faisons-nous? L'homme sourit. Laissons-les vivre. Et quand ils seront prêts, ils sauront où nous trouver. Et ensemble, ils continuèrent leur chemin,